En quelques mois, une statistique jugée impossible a fissuré le récit burkinabé établi. En moins de 2 ans, 92% du territoire perdu ont été repris tandis qu'un second chiffre, la chute spectaculaire des attaques sur les routes, renverse les cadres d'analyse habituels. Face à ce retournement brutal, que signifie pour vous le pari d'Ibrahim Traoré lorsqu'un pays longtemps fragilisé semble soudain reprendre l'initiative sur son propre sol? Derrière ces pourcentages qui circulent dans les rapports, un détail oublié continue pourtant de faire basculer toute l'histoire, loin des caméras et des commentaires pressés. Cette histoire propose une clé de lecture simple: comprendre comment un pays longtemps présenté comme vulnérable a pu renverser des dynamiques jugées irréversibles. Au cœur de cette promesse se trouve un bénéfice direct pour le spectateur: disposer d'un cadre clair, 10 à 12 mots, pour saisir les mécanismes qui transforment aujourd'hui un État dépendant d'un acteur souverain capable de redéfinir ses propres règles. Les enjeux sont nets: sécurité retrouvée, cohésion sociale restaurée, reconstruction progressive d'un territoire abîmé par des années d'emprise extérieure et de fragmentation interne. Mais cette trajectoire comporte un risque central: avancer trop vite sans garantir l'équilibre interne, là où chaque décision peut renforcer la souveraineté ou, au contraire, précipiter la division. C'est précisément sur cette ligne fragile que se joue la compréhension réelle du mouvement actuel, et un détail laissé dans l'ombre pourrait tout faire basculer, un élément qui, une fois révélé, change la lecture complète du récit. La première révélation tient en deux chiffres qui bousculent toutes les scales et les certitudes. 92% du territoire perdu ont été repris, et dans le même intervalle, les attaques routières ont chuté de manière spectaculaire. Ces données, d'abord accueillies comme une anomalie statistique, obligent pourtant à revoir la chronologie des faits et la dynamique réelle du terrain. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir à la situation initiale, celle d'un pays fragmenté où les routes étaient impraticables, les écoles fermées, les embuscades fréquentes et les villages contraints de vivre dans une clandestinité silencieuse. Les observateurs extérieurs maintenaient la même conclusion: la dégradation semblait irréversible. En ce temps-là, l'État reculait, la mobilité s'effondrait et la population avançait à vue, tiraillée entre la peur et la résignation. C'est dans cet environnement sous tension qu'une transformation inattendue a émergé. L'approche sécuritaire traditionnelle, lente et bureaucratisée, a été écartée au profit d'une logique de terrain où la vitesse d'exécution valait autant que la doctrine. Les premières opérations se sont concentrées sur les zones abandonnées, créant une brèche psychologique où l'idée d'une protection possible commençait à se reformer. Les villages, autrefois coupés du monde, ont vu revenir des gestes quotidiens simples: cultiver, enseigner, vendre. Au centre de cette recomposition, Ibrahim Traoré a déplacé le curseur moral du débat. Il ne s'agissait plus seulement de réorganiser une armée, mais de redéfinir la place de la réhabilitation dans la cohésion nationale. Punir moins, réhabiliter davantage, réinvestir la dignité dans l'action collective. Cette architecture nouvelle a ouvert un espace où l'État cessait d'être une abstraction lointaine pour redevenir un acteur concret. À ce moment-là, éclaire le basculement: la mutation burkinabé n'est pas née d'un moment isolé, mais d'un enchaînement de causes cohérentes qui continuent de se déployer aujourd'hui. Pour saisir comment cette transformation s'est diffusée dans le pays, il faut descendre au niveau des trajectoires ordinaires, celles qui ne figurent jamais dans les rapports mais qui façonnent pourtant la dynamique réelle du terrain. Les premiers vecteurs de changement n'ont pas été des figures institutionnelles, mais des individus longtemps invisibles dont les gestes ont servi de relais entre décisions politiques et vie quotidienne. Le cas de Moussa en est l'illustration. Ancien maçon, condamné pour vol, il avait vu sa vie s'effriter dans une succession d'erreurs et d'impasses.
Lorsqu'il se retrouve intégré aux unités réhabilitées, il n'est plus défini par son passé, mais par sa capacité à protéger et à reconstruire. Sur le terrain, les villageois le perçoivent comme un repère, imparfait mais essentiel. Les routes qu'il contribue à rouvrir deviennent les premiers signes tangibles d'un retour possible à la normalité. Aïcha incarne une autre facette de cette mutation. Mère d'un jeune homme tombé au combat, elle avait vécu enfermée dans un chagrin silencieux. Le programme lui offre une forme de réponse. La conviction que le sacrifice de son fils s'inscrit désormais dans un mouvement collectif plus vaste. Ses paroles, souvent murmurées dans les villages, relient douleur et dignité. Elle rappelle que la cohésion nationale se reconstruit aussi dans l'intime, là où les pertes se transforment en forces partagées. Ces micro-parcours montrent que la recomposition du pays n'est pas seulement institutionnelle. Elle se lie dans les liens renoués, dans les rôles redéfinis, dans la manière dont des vies longtemps marginalisées deviennent moteurs d'une dynamique que personne n'avait anticipée. La question clé surgit alors. Une question essentielle se pose pour la suite. C'est à partir de cet instant que tout bascule lorsqu'un geste politique, d'abord perçu comme marginal, rompt soudain la logique sécuritaire installée depuis des décennies. Le pays avance sous le poids de l'incertitude, les cellules restent pleines, les routes fermées et les villages isolés. Puis l'ordre tombe tôt le matin. Libérer ceux que l'on pensait perdus, puis les réengager immédiatement comme défenseurs des zones vulnérables. Cette décision, inattendue pour les observateurs, déclenche une onde de choc qui traverse les centres urbains et les campagnes. À Ouagadougou, les gardiens ouvrent les portes. À Bobo-Dioulasso, les uniformes sont distribués. À Pau et Koudougou, les camps tournent jour et nuit. Chaque geste renverse un système figé et réactive une énergie collective que beaucoup croyaient éteinte. Le moment le plus intense survient lorsque les premiers contingents arrivent dans les zones reprises. Les habitants voient en surgir des hommes qui portent encore les traces de leur passé, mais dont la discipline surprend même les sceptiques. Les routes sont nettoyées, les ponts dégagés, les embuscades repoussées avant la saison sèche. Le contraste est brutal. Là où l'État reculait, l'État avance. Là où la nuit signifiait la peur, elle redevient silence. Les marchés rouvrent, les échanges reprennent, les familles rentrent de l'exil. Les 15 600 hommes réhabilités deviennent des silhouettes familières dans les villages, non plus comme menaces, mais comme médiateurs. La pression sur les groupes armés se renforce, les artères commerciales cessent d'être des zones de non-droit. Le territoire, longtemps fragmenté, retrouve une cohérence qui semblait hors d'atteinte. Au même moment, Ibrahim Traoré impose un rythme nouveau. Il recentre l'autorité, accélère l'exécution, réduit la bureaucratie et replace le terrain au cœur de la stratégie. Cette cadence modifiée crée un effet domino. Les villages replantent les terres, les enseignants reviennent, les déplacements se stabilisent. La vie ordinaire ressurgit dans les espaces autrefois désertés. Chaque avancée entraîne la suivante, sans rupture visible, mais avec une intensité continue. Par la suite, l'onde sociale se propage ensuite dans les quartiers urbains. La baisse de la criminalité, stimulée par l'intégration d'ex-détenus comme médiateurs, transforme l'atmosphère des rues. Les commerces restent ouverts plus tard, les habitants circulent avec moins d'appréhension, les tensions s'apaisent. Les récits convergent. On ose marcher la nuit, on ose traverser les marchés, on ose prévoir la saison agricole. Les effets psychologiques se renforcent également. Les enfants se chantent la souveraineté retrouvée à l'école. Les paysans replantent les parcelles. La perception du risque change et avec elle, la manière d'habiter le territoire. Cette séquence complète, déclenchement, sommet, résonance, montre un mouvement qui dépasse la simple opération militaire. Elle révèle comment une décision inhabituelle modifie simultanément la sécurité, l'économie locale et la cohésion sociale,
en entraînant chaque espace du pays dans une dynamique nouvelle. Toute analyse sérieuse de la transformation en cours commence par un retour aux chiffres. Ils ne disent pas tout, mais ils forcent à regarder ce qui s'est réellement produit sur le terrain. Le pays sortait d'une période de fragmentation extrême, routes impraticables, écoles fermées, exode rural massif, embuscades fréquentes et administration affaiblie. Cet état initial constitue la situation de départ indispensable pour comprendre l'ampleur des deltas qui ont suivi. Un premier changement important apparaît lorsque 92% du territoire repris. Ce chiffre, longtemps considéré comme irréalisable, marque une reconquête accélérée. La donnée n'est pas qu'un indicateur militaire. Elle restructure la mobilité, stabilise l'administration locale et rouvre les couloirs économiques essentiels. Les villages qui vivaient dans la clandestinité voient réapparaître une continuité minimale de vie. Les artères commerciales reprennent, les enseignants retournent dans les écoles, les marchés retrouvent leur cadence. La cohérence territoriale restaurée devient un levier pour reconstruire une souveraineté fragmentée par des années de pression croisée. Un deuxième changement majeur se manifeste lorsque 72% d'attaques sur les routes. Cette chute renverse les conditions de circulation. Les convois armés ne sont plus nécessaires pour franchir quelques kilomètres. Les commerçants cessent de choisir entre vendre et survivre. Les groupes armés, privés de leur zone de prédation, se dispersent sous la pression des unités déployées. Dans les villages, la différence se lit immédiatement. Les déplacements redeviennent prévisibles, les familles voyagent avec moins d'appréhension, les déplacés internes commencent à se réinstaller. Cette transformation quotidienne modifie la perception du risque, ce qui influence directement les comportements économiques. Enfin, un troisième changement notable se produit lorsque 48% de criminalité urbaine. Ce recul reflète un changement structurel dans la manière dont les ex-détenus intégrés interagissent avec leur environnement. Leur rôle de médiateur dans les quartiers crée une passerelle entre zones sensibles et autorités locales. Les commerces ferment plus tard, les conflits interpersonnels sont mieux gérés, les espaces publics sont réinvestis. Ces trois deltas s'emboîtent comme les pièces d'un mécanisme unique. Territoire repris, routes sécurisées, économie relancée, tension urbaine réduite. Aucun chiffre ne fonctionne isolément. Ensemble, ils décrivent un mouvement coordonné qui transforme simultanément l'espace, la mobilité et la cohésion sociale. Ce schéma ne garantit pas la durabilité, mais il montre que l'architecture du programme repose sur une discipline nouvelle et une vitesse opérationnelle qui tranchent avec les modèles antérieurs. C'est aussi ici que l'empreinte d'Ibrahim Traoré devient lisible, une doctrine de terrain qui mise sur l'exécution rapide, l'intégration sociale et la réhabilitation comme moteur institutionnel. Reste une interrogation essentielle. Cette dynamique, encore jeune, peut-elle résister aux tensions qui s'annoncent? Toute transformation d'une telle ampleur suscite inévitablement deux lectures opposées. La première, portée par ceux qui observent le terrain de près, défend l'idée que le programme repose sur une logique de rédemption fonctionnelle. Selon eux, la mobilisation d'anciens détenus répond à une urgence structurelle. Manque de troupes, territoires menacés, communautés abandonnées. Ils estiment que l'intégration rapide de profils marginalisés comble un vide que les politiques classiques n'avaient jamais su traiter. Pour ces partisans, les résultats visibles, routes rouvertes, baisse des attaques, diminution de la criminalité, constituent la preuve concrète qu'un pays peut convertir ses faiblesses en ressources. La thèse opposée s'appuie sur la prudence. Les critiques redoutent l'apparition d'une armée parallèle, difficile à contrôler et susceptible de modifier l'équilibre interne.
Leur inquiétude porte sur la rapidité du processus. Des hommes récemment incarcérés se retrouvent soudain armés, engagés dans des opérations sensibles et dotés de responsabilités nouvelles. Ils craignent que ces unités ne deviennent un instrument politique ou qu'un glissement incontrôlé entraîne une fragmentation du pouvoir. Le risque d'une dérive autoritaire ou d'une dissidence interne alimente ces réserves. Entre ces deux pôles, une réponse intermédiaire apparaît lorsqu'on analyse les faits disponibles. Le programme, encore jeune, produit des effets tangibles: recul des attaques, réouverture des routes, apaisement des tensions urbaines. Ces résultats ne suffisent pas à garantir la durabilité du dispositif, mais ils montrent que la logique adoptée fonctionne à court terme. Le succès actuel tient autant à l'encadrement strict qu'à la réhabilitation assumée. L'articulation des deux crée une dynamique où les anciens détenus se transforment en acteurs de stabilisation plutôt qu'en source d'instabilité. La question demeure pourtant entière. Comment maintenir cet équilibre sans basculer dans l'excès ou l'essoufflement? Le point de bascule apparaît lorsque ce geste politique, d'abord perçu comme une anomalie, devient une dynamique collective impossible à ignorer. Les premières semaines montrent un renversement psychologique que les analystes n'avaient pas anticipé. Les ex-détenus ne sont plus une marge, mais un levier de stabilisation. Les villages cessent d'avancer sous la seule contrainte de la survie. Ils recommencent à planifier, organiser, restaurer. Cette bascule modifie la hiérarchie des priorités. Au lieu de craindre chaque nuit, les habitants réapprennent à circuler, à vendre, à cultiver. Les gestes ordinaires, redevenus possibles, redessinent la cartographie du quotidien. Les routes ne sont plus les couloirs de la peur, mais les premiers signes d'une normalité en reconstruction. Au centre de ce mouvement, Ibrahim Traoré change la nature même de l'autorité en introduisant une logique inattendue: réhabiliter pour protéger. Cette logique déplace le récit national. Là où l'Occident voyait un risque, les communautés locales perçoivent une opportunité: reprendre la main sur leur propre sécurité. Le midpoint révèle ainsi un fait simple: l'efficacité concrète, même discrète, est parfois plus déterminante que les doctrines affichées. Les conséquences de cette transformation apparaissent en cercles successifs, chacun révélant une dimension particulière de la mutation burkinabé. L'ensemble compose une carte d'impact qui dépasse largement la seule dimension militaire. L'État réapparaît dans les zones où il avait disparu. Les 92% de territoires repris stabilisent les administrations locales, permettent aux services publics de fonctionner et redonnent cohérence aux espaces longtemps fragmentés. Les écoles rouvertes deviennent des marqueurs visibles de souveraineté restaurée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la présence de l'État cesse d'être abstraite. Elle prend la forme de routes sécurisées, de documents administratifs accessibles et d'un minimum de continuité institutionnelle. Cette réinstallation progressive redéfinit le rapport entre centre et périphérie. La chute de 72% des attaques routières libère les axes commerciaux bloqués depuis des années. Les marchés reprennent, les producteurs circulent à nouveau, les villages éloignés redeviennent des points d'approvisionnement. Les commerçants, longtemps pris dans un dilemme constant entre vendre ou survivre, retrouvent une marge de manœuvre. Cette sécurisation modifie la structure même des échanges. Les flux agricoles sont stabilisés, les revenus redeviennent prévisibles, les circuits informels se réduisent. Les zones rurales, autrefois désertées, restaurent progressivement leur capacité productive. La baisse de 88% de la criminalité urbaine transforme l'atmosphère des quartiers. Les ex-détenus, intégrés comme médiateurs, deviennent des relais essentiels entre zones difficiles et autorités locales. Les conflits sont mieux gérés, les commerces ferment plus tard, les familles réinvestissent l'espace public. Les déplacements redeviennent
possible sans tension permanente. Cette évolution crée une respiration sociale nouvelle, un espace où les habitants reconstruisent des habitudes abandonnées depuis longtemps. La cohésion nationale se reconstitue à partir de gestes ordinaires, non de discours officiels. Le Burkina Faso reconfigure sa place dans le Sahel. Le modèle jugé insensé à Paris devient une référence observée à Bamako, Niamey et N'Djamena. La région voit émerger un précédent stratégique. Une nation peut restructurer sa sécurité sans dépendre d'une tutelle extérieure. Cette autonomie nouvelle inquiète certaines capitales occidentales, mais galvanise plusieurs pays africains. Ce déplacement de puissance symbolique redéfinit la manière dont le Sahel pense la souveraineté. L'ensemble de ces cercles révèle une réalité simple. La transformation burkinabé dépasse la victoire militaire. Elle façonne l'économie, apaise les communautés, repositionne le pays dans son environnement régional. Les mois à venir ouvrent trois trajectoires possibles pour le Burkina Faso. Elles ne prédisent rien avec certitude, mais elles permettent de cartographier les tensions et les opportunités qui structureront le prochain cycle. Chaque scénario s'appuie sur les dynamiques déjà observées, ainsi que sur les fragilités encore présentes dans l'architecture institutionnelle. La situation sécuritaire se maintient à un niveau stable. Les 92% de territoires repris servent de socle, les unités restent disciplinées et les services publics consolident progressivement leur présence dans les zones rurales. Les marchés fonctionnent, les écoles demeurent ouvertes, les villages renforcent leur autonomie. Les tensions internes apparaissent, mais elles restent contenues. Cette trajectoire suppose une coordination constante entre les forces déployées, les autorités locales et les communautés, sans rupture majeure dans la chaîne décisionnelle. Les acquis actuels s'amplifient. La baisse des attaques routières et la diminution de la criminalité urbaine créent un environnement propice à une reprise économique plus rapide. Les pays voisins observent le modèle burkinabé et initient des coopérations sécuritaires. Les villages réinstallés deviennent des foyers de production actifs. Les effets psychologiques renforcent la cohésion sociale, consolidant la confiance collective. L'autorité centrale dispose alors d'un capital politique renforcé, ce qui permet d'étendre certaines réformes. Le pays augmente son influence régionale non par la force, mais par la démonstration d'un modèle fonctionnel. Une série d'incidents isolés fissure la confiance acquise. Certaines unités réhabilitées échappent au contrôle, ou bien des tensions politiques internes s'intensifient. Les groupes armés exploitent les failles, relançant des attaques ciblées. Les marchés se replient, la criminalité remonte, les villages frontaliers se vident à nouveau. Le mouvement décroissant ne prend pas la forme d'un effondrement brutal, mais d'une succession de dérives modestes, mais qui fragilisent la cohésion nationale. La clé ne réside ni dans la vitesse du changement, ni dans l'ampleur des chiffres, mais dans la capacité à préserver l'intention initiale, stabiliser, réhabiliter, structurer. Le futur dépendra de la discipline institutionnelle, non de l'enthousiasme du moment. La transformation en cours touche directement ceux qui vivent au quotidien les effets de la reprise territoriale, de la baisse des attaques et de la diminution de la criminalité. Chaque groupe d'audience la perçoit différemment, mais tous y projettent leurs espoirs, leurs craintes et leurs besoins. Ils observent le retour progressif des routes praticables, des marchés ouverts et des déplacements moins risqués. Leur attente est simple, que cette stabilisation ne soit pas éphémère. Ils souhaitent une continuité suffisamment longue pour reconstruire leurs terres, rétablir les échanges et retrouver des repères fiables. Leur prudence ne les empêche pas d'espérer, mais ils restent vigilants face à la possibilité d'un recul. Ceux qui rentrent des zones d'exil ressentent la transformation avec une intensité particulière. Ils voient les villages réoccupés, les écoles rouvertes
et les terres replantées. Leur priorité est de maintenir l'élan local et d'assurer que leurs initiatives ne soient pas entravées par de nouvelles tensions. Ils ne veulent pas être des bénéficiaires passifs, mais des acteurs engagés dans la reconstruction. Ils perçoivent la baisse de 48% de la criminalité comme un tournant. Les médiateurs, issus des unités réhabilitées, facilitent la résolution des conflits. Les quartiers se détendent, les commerces restent ouverts plus longtemps et la nuit redevient un espace circulable. Leur interrogation principale concerne l'avenir. Comment s'assurer que cet apaisement ne se transforme pas en rigidité ou en militarisation excessive? Ces trois cercles partagent une même question. Jusqu'où cette mutation peut-elle tenir? La consolidation de cette transformation exige une méthode précise, capable d'ancrer l'élan actuel dans des structures durables. Elle doit reposer sur des responsabilités claires, un rythme maîtrisé et des indicateurs mesurables. L'objectif n'est pas de prolonger l'enthousiasme, mais de stabiliser ce qui fonctionne déjà. Les autorités réhabilitent routes, écoles et centres médicaux dans les zones reprises. Les communautés assurent l'entretien quotidien. L'État impose une supervision permanente pour éviter toute dérive ou autonomisation excessive des unités. Ibrahim Traoré inscrit cette logique dans une hiérarchie claire. Les médiateurs issus des unités interviennent dans les quartiers et villages. Les chefs communautaires encadrent les résolutions de conflits. Les paysans replantent les terres réoccupées. Les communes sécurisent les zones de production. Les organes civils et militaires coordonnent leurs décisions pour éviter glissement autoritaire ou chevauchement institutionnel. L'intention initiale est préservée, reconstruire sans reproduire les failles du passé. Ces 5 étapes dessinent un chemin possible. Ils reposent sur des actes mesurables, non sur des slogans, et rappellent que la durabilité dépend d'un équilibre constant entre réhabilitation, contrôle et cohésion. Lorsque l'on observe la trajectoire du pays, ce sont les visages de Moussa et d'Aïcha qui reviennent en premier. Ils éclairent ce que les chiffres ne peuvent saisir, une reconstruction portée par ceux que l'on croyait condamnés à la marge. Leurs gestes modestes, répétés jour après jour, montrent comment une transformation nationale s'enracine dans des existences oubliées. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré apparaît comme celui qui a rendu possible leur retour au centre du récit. Il n'a pas imposé une héroïsation, mais a déplacé les frontières du possible en permettant à ces vies fragmentées de reprendre place dans la trame collective. La souveraineté se construit alors non par proclamation, mais par la somme de leurs efforts silencieux. Aïcha, dans sa dignité recomposée, incarne la continuité du lien social. Moussa, dans son uniforme encore neuf, rappelle que la rédemption devient cohésion lorsqu'elle trouve un rôle utile. Ensemble, ils montrent que la reconstruction d'un pays commence souvent là où personne ne regardait. La cohésion naît des trajectoires les plus humbles. La transformation du Burkina Faso ouvre une réflexion plus large sur la manière dont une société décide de reprendre en main son propre destin. Elle ne se résume pas à une succession de chiffres ou de décisions politiques. Elle s'exprime dans les gestes quotidiens, dans la capacité des communautés à réinvestir des espaces abandonnés, dans la volonté collective de ne plus subir des modèles imposés. Les trajectoires individuelles, comme celle de Moussa ou d'Aïcha, rappellent que la souveraineté se nourrit de la participation de chacun. Dans ce moment charnière, ceux qui observent le pays de loin comme ceux qui le vivent directement partagent une même interrogation. Comment faire durer cette dynamique sans la figer ou la déformer? La réponse ne dépend pas d'une institution unique, mais d'un dialogue constant entre acteurs locaux, autorités et citoyens. C'est ce dialogue qui protège les avancées et empêche les dérives. Alors, comment chacun peut-il contribuer à son échelle à écrire ce nouvel horizon?